ici du cours, c'est pas de vous donner, comment dirais-je, une recette miracle. Comme j'ai mis en introduction, il existe énormément de marques d'hameçons sur le marché et chacune comporte des dizaines et des dizaines de références. Donc, chacun, la formule secrète, la formule magique n'existe pas. Chacun utilisera déjà la marque qu'il préfère. Ça me paraît une évidence. De toute façon, comme on dit toujours, pêchez avec un hameçon dans lequel vous avez confiance. Vous utiliserez la marque de votre choix. Maintenant, ici, on va plutôt essayer d'un petit peu détailler les différents types d'hameçons qui existent et leur usage, parce qu'on s'aperçoit, moi ça m'est arrivé régulièrement au bord de l'eau de voir des pêcheurs qui utilisaient par exemple pour des mouches sèches des hameçons qui étaient un peu trop lourds et puis ils s'étonnent de voir que leurs mouches coulent rapidement, ou à l'inverse des pêcheurs qui pêchent en lac, certains connaissent notamment Secours, qui pêchent sur des grosses truites et on pêche avec des hameçons un peu light et puis on s'étonne de voir qu'un hameçon sur deux s'ouvre. Donc voilà, c'est quand même un élément essentiel, primordial, puisque c'est cette petite pièce de métal, ce petit bout de métal qui va vous permettre de piquer le poisson et de l'amener à l'épuisette. Donc comme je disais tout à l'heure, ici moi je vais présenter quelques références chez Henze. Sachez qu'en hameçon sans ardillon, je pense que la marque comprend 33 références, si ma mémoire est bonne. On peut ajouter à ça 22 références avec ardillon. Ici en Belgique, on ne pêche plus beaucoup avec ardillon, mais les pêcheurs qui vont en Angleterre, notamment qui pêchent en lac en Angleterre, utilisent toujours des hameçons avec ardillon. Et il y a encore à ça 5 ou 6 références spéciales, notamment avec les hameçons gold, comme ils appellent ça, ces hameçons qui sont dorés. Certains pêcheurs aiment bien d'utiliser ces hameçons-là parce que ça donne un tout autre reflet à la mouche qu'on va faire, notamment en lac. Certains utilisent ça pour des chiros. Donc voilà, ils ont quelques références. Donc ça fait un total de 60 références, je dirais, il y a de quoi faire. Les catégoriser, c'est compliqué. Commencer à dire, tiens, on va classer tel hameçon dans telle catégorie. C'est un peu compliqué parce que maintenant il y a tellement de références différentes et puis surtout les pêcheurs font preuve d'énormément d'imagination, donc il y a des hameçons qui sont au départ prévus pour tel type d'utilisation et puis on se rend compte qu'il y a des pêcheurs qui utilisent ces hameçons là pour une toute autre utilisation, enfin pour un tout autre type de mouche et ça fonctionne super bien. Donc commencer à les classer dans des catégories c'est compliqué, mais on va quand même essayer de les classer dans 3 grandes familles d'hameçons. En tout cas on va essayer de les classer par rapport à l'utilisation qu'on va en faire. J'ai volontairement passé l'utilisation en lac parce que le lac c'est encore beaucoup plus compliqué, il y a plein de types de pêche et il y a plein d'hameçons spécifiques. On trouve maintenant des hameçons à blob qui sont spécifiques pour faire les blobs, on trouve des hameçons spécifiques pour faire des chiros, donc là il y a encore toute une gamme d'hameçons vraiment typés réservoir. Ici moi je les ai catégorisés dans les techniques qu'on va utiliser principalement en rivière. Donc on a d'abord les hameçons pour mouches sèches, puis on va parler des hameçons pour mouches noyées, et puis on pourra parler des hameçons pour nymphes, qui est la catégorie qui, à mon avis, intéresse le plus de monde, c'est un peu la technique à la mode. Et puis on a les hameçons à streamer, donc ça fait plusieurs catégories dans lesquelles on peut les classer, et elles ont chacune leurs caractéristiques techniques bien spécifiques. Que vous allez découvrir quand vous allez acheter vos hameçons, quand vous allez les voir. J'ai ici des exemplaires d'hameçons, j'ai pas toute la gamme parce que j'utilise pas toute la gamme. J'ai ici plusieurs références. Vous pourrez venir les voir après, même si elles sont reprises en photo sur les documents que vous avez. Vous pourrez venir les voir après, comme ça vous verrez de visu à quoi l'hameçon ressemble. Vous pourrez comparer un peu les tailles. J'ai différentes tailles, donc voilà, c'est toujours bien de savoir un peu à quoi correspond, parce qu'un 16 en Anak n'est pas forcément un 16 en Henze ou un 16 en Fasna ou un 16 en Doiku. Donc c'est toujours bien de pouvoir un peu comparer les tailles. Vous les verrez tout à l'heure si vous le souhaitez. Donc la première catégorie qu'on va pouvoir classer, c'est la catégorie, qu'on va pouvoir définir, c'est la catégorie des hameçons pour mouches sèches. Donc beaucoup de pêcheurs aiment bien, je sais qu'il y a énormément de pêcheurs qui privilégient cette technique-là, c'est vrai que c'est la technique peut-être la plus belle. Donc
pour un hameçon pour mouche sèche, on va partir du principe que cet hameçon, ben forcément, il doit flotter. Donc, en règle générale, ce n'est pas une comment dirais-je, ce n'est pas une certitude, enfin, ce n'est pas une valeur établie, mais en règle générale, l'hameçon pour mouche sèche, ça va être un hameçon fin de fer, ce qu'on appelle fin de fer. Donc, il faut bien distinguer les deux, fin de fer et fort de fer. Donc, un hameçon fin de fer, comme son nom l'indique, c'est un hameçon qui va être plus fin, et donc, par définition, plus léger, et donc, il va flotter plus facilement. D'accord ? À l'inverse, le fin de fer, ben, il va être plus fragile. Il va tendre à s'ouvrir plus rapidement, notamment sur des gros poissons. Donc il y a un juste milieu à trouver en fonction de ce que vous allez pêcher. Si vous pêchez des rivières, je pense à la Salme notamment, hein, des rivières où vous savez que vous allez pêcher sur des petits poissons, vous allez pêcher sur des poissons pas très costauds, le fin de fer sans problème. Si vous allez pêcher en plus avec des petites mouches, hein, quand vous pêchez l'ombre notamment, on pêche parfois avec des mouches montées sur du 18, du 20, du 22, mais là forcément vous allez prendre du fin de fer parce que ça va être plus facile de monter sur ces hameçons-là, d'obtenir des mouches qui vont flotter correctement. Mais si vous pêchez sur des rivières où vous savez que vous risquez de piquer une grosse fario ou une grosse arque et que ces poissons-là sont assez courants, ben on va pouvoir monter des mouches sèches sur des forts de fer. Mais alors, on sera obligé de privilégier des matériaux à haute flottabilité. Vous ne saurez pas monter une petite mouche sèche avec juste quelques fibres de CDC sur un fort de fer. La mouche, elle va flotter une fois ou deux, et puis dès que les fibres de CDC vont être mouillées, vont être humides, ben, le poids de l'hameçon va être trop important et ces quelques fibres ne le supporteront plus en surface et la mouche va descendre, d'accord ? Donc là, il y a vraiment un juste milieu à trouver. C'est choisir entre le fort de fer qui vous permettra de capturer des plus gros poissons sans risquer d'ouvrir l'hameçon et le fin de fer qui, lui, vous permettra une meilleure flottabilité. En général, on privilégie les fins de fer. D'accord ? Alors, il y a deux catégories d'hameçons. Il y a deux types d'hameçons en hameçon sèche, en hameçon pour mouche sèche. On a chez Hens le BL 454 qui est le classique hameçon à hampe droite. D'accord, que vous allez utiliser pour tout type de montage. Hein. Vous allez l'utiliser pour faire des sedges, vous allez l'utiliser pour faire des fourmis, vous allez l'utiliser pour faire des parachutes, vous allez l'utiliser pour faire pratiquement toutes les sèches que vous voulez. C'est disponible dans des tailles qui vont de la taille 8-10 à la taille 22, je pense, 20 ou 22. Donc, ça c'est vraiment l'hameçon standard. Sachez qu'il existe en 354, donc ça c'est le 454, le 354 c'est le même, mais il est fort de fer, d'accord ? Il est plus fort de fer. Donc, moi personnellement, je n'utilise que le 454 parce que même en fin de fer, j'en ai jamais ouvert. Ben, ça peut arriver, mais j'en ai jamais ouvert. D'accord ? Donc ça, c'est l'hameçon à hampe droite. Je l'ai repris en dessous, en 354, hein, justement. Donc, vous voyez, c'est la même forme. Dans le descriptif, on voit hein, une fois strong, donc il est un peu plus fort, un peu plus épais. Donc, voilà. Sur ceux-là, privilégier des matériaux de montage comme le cervidé, des dubbings, je pense notamment au capoc, hein, les dubbings à haute flottabilité, privilégier des mouches qui flottent haut, des mouches avec du foam par exemple, voilà, je pense aux gros scarabées, toutes ces mouches-là, vous pouvez le monter sur les 354 sans problème. Hein. On a ensuite tous les hameçons courbes. Donc, les hameçons courbes, j'en ai repris que 2. Parce qu'il existe 36 références de nouveau. On a repris le classique 550, qui est un hameçon courbe à hampe longue, donc un Klinkhammer. Ça, c'est un classique. Vous pourrez aller voir notamment les mouches de Stéphane, hein, qui est un spécialiste des montages parachutes. C'est un hameçon qu'on va utiliser beaucoup pour faire les montages parachutes. Vous pouvez l'utiliser aussi dans des tailles qui vont de 10 à... j'ai peur de dire une bêtise parce que je ne connais pas toutes les tailles par cœur, mais ça descend déjà relativement bas. Donc vous choisirez cet hameçon-là pour privilégier les parachutes. Et on a en dessous, moi j'ai repris le 500. Le 500 est un peu plus court, il va faire penser un petit peu plus à un hameçon K10. Mais comme il n'est pas fort de fer, vous pourrez l'utiliser aussi pour faire des parachutes avec des corps un peu plus petits.
Vous pouvez l'utiliser pour faire aussi éventuellement des émergentes. C'est très très bien pour ce type de mouche-là. Et comme il est plus petit que le 550, on le voit hein, sur la photo, il a quand même une hampe plus courte, bah, il se prêtera mieux à faire des mouches de petite taille. D'accord. La particularité aussi de cet hameçon-là, c'est qu'il est à pointe décalée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type d'hameçon. Donc l'axe de la pointe n'est pas parfaitement dans l'axe de la hampe. Donc quand on regarde l'hameçon du dessus, je vais dire, on a un peu l'impression que l'hameçon il a été tordu à l'étau. Donc en réalité, ce décalage, il est censé faciliter le piquage du poisson. D'accord ? Donc il décale la pointe pour que cette pointe ne soit pas dans le même axe que la hampe. Et sur le papier, en théorie, c'est censé faciliter le piquage au ferrage sur le poisson. Voilà. Vous y croirez ou pas. Moi personnellement, j'ai jamais remarqué vraiment de grosses différences, mais c'est important de le savoir que certains hameçons sont montés comme ça. C'est pas le seul. Hein. On en retrouve comme ça aussi, notamment dans les hameçons K10 classiques que vous utiliserez pour faire des gamarres et compagnie. D'accord. Donc voilà, ça c'est les grandes références pour hameçon à mouche sèche. J'en ai repris que 4 volontairement. Vous trouverez aussi des références un peu plus spécifiques. Hein, sachez maintenant que les marques sortent à peu près toutes des hameçons qui sont spécifiques pour les mayfly notamment, hein, avec des hampes déjà entre guillemets prédestinés pour former le corps d'une mayfly. Donc vous pouvez utiliser ces hameçons-là. Il y a encore d'autres références, c'est impossible de les citer toutes parce que déjà moi je les utilise pas toutes, mais essayez de standardiser. De manière générale, je vais le répéter à plusieurs reprises pendant mes explications, standardisez vos mouches, standardisez vos hameçons. Ça sert à rien d'avoir 15 références et d'utiliser 15 références différentes pour 15 mouches différentes. C'est vrai que une fois que vous avez trouvé un hameçon à hampe droite qui vous convient, qui est disponible dans un éventail de taille suffisante, et quand vous avez trouvé un hameçon court qui vous convient, j'ai envie de dire que vous allez pouvoir monter 90 à 95% des mouches sèches que vous utilisez sur ces deux hameçons-là. Ça ne sert à rien d'avoir 36 000 références. Donc simplifiez-vous la vie, essayez les hameçons et quand vous avez trouvé un hameçon qui vous convient, utilisez-le. Point, ça va. Donc ça c'est vraiment les catégories pour hameçons, enfin c'est vraiment les types d'hameçons pour mouches sèches. J'aurais pu y ajouter des forts de fer, on l'a fait avec le 354. Voilà, ça encore une fois, ce sera selon ce que vous montez et selon les poissons que vous cherchez. Hein, si vous pêchez sur des gros arcs de 40 ou 50 cm et plus même, si vous allez pêcher dans des destinations lointaines où vous pêchez des gros poissons, mais j'ai encore en mémoire un client qui m'a envoyé un message il n'y a pas si longtemps en me disant « Tiens, je suis un peu déçu de la qualité des hameçons Henz. Je suis allé pêcher je ne sais plus où et il pêchait le saumon. » Et puis, il m'envoie les photos de ses hameçons, de ses mouches. Il me dit, tous mes hameçons se sont ouverts. Mais il pêchait sur des fins de fer et il pêchait le saumon. Donc, voilà, j'ai envie de dire que le choix n'était pas bon, quoi. Il fallait choisir autre chose comme hameçon. Les hameçons n'étaient pas adaptés, tout simplement. Ça va. Donc, après les mouches sèches, on va descendre tout doucement dans la couche d'eau, on va passer aux mouches noyées. Donc la technique en noyé, c'est aussi une technique que maintenant pas mal de pêcheurs commencent à repêcher, enfin à réutiliser, parce qu'on se rend compte qu'elle avait été un peu délaissée. Puis maintenant, il y a beaucoup de pêcheurs qui commencent à remonter un peu des noyés. Donc, la technique en noyé, pareil, on a quelques références qui seront vraiment utiles. On peut aussi distinguer les hameçons en noyé avec des fins de fer ou des forts de fer. On va plutôt là à l'inverse privilégier les forts de fer ou en tout cas pas trop fins de fer, puisque selon la technique que vous allez utiliser en noyé, si vous pêchez la noyée amont ou la noyée aval, mais notamment la noyée aval, la touche en général elle est plus violente. On se rapproche d'une pêche de streamer, presque, j'ai envie de dire. Hein. Une fois que les noyés arrivent aval et qu'on est canne basse, la touche
ça tape de manière assez violente. Donc si vous pêchez à ce moment-là sur des poissons d'une certaine taille avec des hameçons fins de fer, c'est bien souvent là que vous allez les ouvrir. Donc privilégiez plutôt l'effort de fer. Mais on pourra quand même monter quelques noyés sur des fins de fer, notamment quand on veut pêcher vraiment dans la pellicule de l'eau, quand on veut rester vraiment pile en dessous de la surface, alors on va utiliser des hameçons fins de fer pour que ces hameçons justement ne coulent pas trop. Alors, il y a 3 références vraiment, moi j'ai retenu 3 références. Donc j'utilise des hameçons à hampe de longueur normale, des hameçons à hampe de longueur moyenne, dirons-nous, et des hameçons à hampe longue. Vous choisirez ces hameçons-là en fonction de la taille des noyers que vous voulez faire. Si vous voulez faire une noyée avec un corps un peu plus long ou un corps bien fourni, vous allez avoir besoin d'un hameçon avec une hampe un peu plus longue. Et puis à l'inverse, si vous faites une noyée très simplifiée, en tout cas très petite et pas spécialement super détaillée, vous pouvez utiliser un hameçon classique. Je dirais un hameçon à nymphe. Un hameçon à nymphe fait le taf, hein, un hameçon à nymphe classique. Donc ici, moi j'ai repris 3 références. Il y a le BL 300 qui lui, voilà, je les ai peut-être pas mis dans le bon ordre. Le BL 300, il est à mi-chemin entre un hameçon pour streamer et un hameçon pour noyer. Donc c'est celui qui a la hampe la plus longue dans ceux que j'ai retenus. D'accord? Donc sachez que si vous prenez un BL 300, je n'en ai pas ici parce que personnellement je ne les utilise pas, mais vous allez avoir déjà un hameçon avec une belle hampe. C'est déjà un hameçon que vous pouvez utiliser aussi pour les streamers. Donc voilà, vous savez qu'il y a cette référence-là. Il sera très bien pour les noyers de belle taille. Je pensais notamment, allez, j'ai pris l'Alexandra comme exemple parce que c'est effectivement une mouche qui va nécessiter une hampe un peu plus longue parce qu'il y a un peu de matériel à mettre dessus, quoi. Ça va. Ensuite vient le BL 200. Ça c'est un hameçon que j'aime beaucoup, qui a une longueur de hampe un peu plus courte, mais qui présente quand même de quoi faire de belles mouches. Il est fort de fer en plus, hein. Si vous regardez sur la photo, il est mis deux fois strong. Donc ça, j'en ai ici, vous pourrez les voir après. Moi, c'est vraiment un hameçon que j'aime bien. Je l'utilise forcément pour mes noyers, je l'utilise aussi pour quelques petits streamers. Et sachez que je l'utilise aussi on parlait tout à l'heure des mouches de lac, je l'utilise aussi pour monter des chiros. J'utilise aussi cet hameçon-là pour monter des chiros droits. Hein. Vous savez que les chiros, on peut les faire sur les hameçons courbes ou les hameçons droits. Moi, mes chiros sur hameçon droit, je les monte sur cet hameçon-là. Donc ça, c'est vraiment un hameçon intéressant parce que vous pourrez aussi monter, si vous montez des noyers lestés, notamment avec des billes, il faut toujours tenir compte que la bille qui va venir se placer derrière l'œillet, elle va prendre une partie de la longueur de la hampe. Donc privilégiez des hameçons avec des hampes un peu plus longues si vous voulez les lester, notamment avec bille. Hein. Et puis enfin, j'ai repris le BL 304 qui lui est un classique. Hein, vous voyez à chaque fois en dessous des références, le fabricant, il cite un peu les techniques qui peuvent être utilisées pour cet hameçon-là. Donc celui-ci, on voit mouche noyée, nymphe et aussi dry big fish. Donc justement, on en parlait tout à l'heure, un hameçon avec un fer un peu plus costaud pour pêcher en mouche sèche sur des gros poissons. Mais voilà, ça c'est un hameçon un petit peu, c'est un peu le canif suisse, on va dire. Hein. C'est l'hameçon qui peut un peu faire tout. Donc c'est une référence à retenir, le 304. Vous l'utiliserez pour monter des petites noyées ou pour monter des nymphes, selon vos choix. J'en profite quand même pour donner une petite tendance qui ne concerne pas directement les hameçons, mais qui par contre définira le choix des tailles que vous allez sélectionner. La tendance actuelle, je côtoie pas mal de pêcheurs qui pêchent en noyer, la tendance actuelle va vers des noyers de taille de plus en plus petite. Hein. Il fut un temps où quand on pêchait avec des noyers, on pêchait avec c'était des belles noyées, quoi. Maintenant, on constate quand même que, notamment en fin de saison, hein, ça c'est une tendance qui est valable pour toutes les mouches, on constate maintenant que, moi je vois régulièrement des pêcheurs pêcher avec des mouches noyées, monter sur du 16, monter sur du 18 parfois, vraiment des petits bazars. Et voilà, à ce moment-là, il faut vraiment privilégier l'effort de fer pour éviter que ces hameçons ne s'ouvrent. D'accord ? Donc ça, c'était les hameçons pour noyer. Alors, dans la continuité directe, on a les hameçons pour streamer. Là, moi, j'en ai repris 2.
c'est vraiment des hameçons typiques à streamer. Ces hameçons en général qui sont, eux, ben là il n'y a pas trop à se poser de questions, c'est des hameçons qui doivent être forts de fer. La pêche au streamer est probablement la pêche où on a la touche la plus violente. De nouveau, si vous pêchez sur des gros poissons, si vous pêchez avec un streamer monté sur du fin de fer, voilà, ça va être un peu... ça n'a pas de sens de mettre un hameçon fin de fer, alors que quand on pêche le streamer, on va pêcher avec des diamètres de fil de 18 centièmes, 20 centièmes, donc utilisez des hameçons forts de fer. C'est des hameçons, ceux-là, qui ont des hampes très longues. Je n'en ai malheureusement pas ici parce que, voilà, moi j'utilise pas beaucoup des streamers, des gros streamers, mais si vous montez des streamers en lapin notamment, c'est des hampes longues. Alors pourquoi est-ce qu'ils mettent des hampes longues pour ce type de streamer là? Ben, ils mettent une hampe longue parce que ça va permettre d'avoir un streamer de belle longueur avec la courbure et la pointe pas trop loin de la fin du streamer. Je ne sais pas si je m'explique correctement. Si vous faites un streamer qui fait une longueur de 7 cm et que vous le montez sur un hameçon dont la longueur fait 1 cm, mais ça veut dire qu'il y a 6 cm de bandelette de lapin derrière cet hameçon, et donc vous allez enregistrer beaucoup plus de touches et de poissons ratés, parce que les poissons viennent taper dans cette bandelette de lapin, mais ils prennent pas le piquant, ils prennent pas la courbure, ils prennent pas la pointe. Tandis que si vous montez le même streamer sur un hameçon qui lui mesure 3 cm de longueur, ben vous avez beaucoup moins de lapin derrière la courbure et derrière le piquant, donc vous allez le piquer plus facilement. À l'inverse, le streamer sera moins nageant. D'accord. Ce qu'on recherche dans des streamers, ben, c'est parfois un peu ce côté nageant, ondulant, notamment quand on fait des streamers en marabout. En lapin aussi, ben, si vous montez un streamer de 7 cm sur un hameçon qui fait 3 ou 4 cm, ben, les 3 ou 4 cm de cette longueur d'hameçon ne nagent pas, puisque la bandelette de lapin est ligaturée sur la longueur de l'hameçon. D'accord. Donc voilà, c'est des streamers que moi, enfin c'est des hameçons que moi j'utilise pas beaucoup. J'ai pris 2 références. Il y a le BL700 qui est vraiment le classique, hein, avec une pointe droite. Alors si vous prenez la peine de le comparer au BL724 qui est juste derrière, alors on voit que le 724, lui il est une fois strong, donc il est un petit peu plus fort de fer, mais on constate aussi, surtout en termes de longueur, ils sont plus ou moins similaires, mais on constate que le BL 724, il a une pointe un peu plus rentrante, alors que le 700, lui, il a une pointe droite. De nouveau, ça c'est de la théorie. La pointe droite, on va partir du principe qu'elle va attaquer beaucoup plus directement la gueule du poisson au moment de piquer. Donc elle va rentrer beaucoup plus facilement et beaucoup plus directement qu'une pointe légèrement courbée. À l'inverse, encore une fois c'est la théorie, une pointe courbée quand elle est piquée, elle va se décrocher moins facilement qu'une pointe droite. Au streamer, j'ai envie de dire que ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'en règle générale, quand vous pêchez au streamer, vous restez en tension permanente. Vous ne détendez pas votre ligne. Une fois que le poisson est piqué, vous restez tendu avec quand même pas mal de tension, puisque en règle générale, le poisson se retrouve directement à l'aval. Donc il y a en plus la force de l'eau, la force du courant qui maintient une tension supplémentaire sur la ligne. Donc on décroche un peu moins facilement, sauf si le poisson fait une chandelle ou si on est tombé sur un roublard qui connaît la musique, quoi. Mais en règle générale, une fois qu'il est bien piqué, on le garde. D'accord. Rien ne vous empêchera de monter des streamers sur des hameçons dont on a parlé précédemment. Je pense au 304 qui est un hameçon en nymphe. Je pense au BL200 ou au BL300 qui ont des hampes un peu plus courtes. Le critère principal pour monter les hameçons, c'est d'être fort de fer, tout simplement. Ça va. Donc voilà, utilisez l'hameçon que vous souhaitez. Si vous montez des streamers en marabout, ça n'a aucun intérêt de prendre un hameçon en hampe longue. Vous allez prendre un hameçon en hampe courte parce que ce qu'on recherche dans le marabout, c'est justement ce côté nageant. Donc vous n'allez pas ligaturer le marabout sur 3 cm de hampe. Hein, d'accord. Donc vous pouvez prendre des hameçons un peu plus courts. Ok. Alors, on arrive dans la grosse catégorie. Alors la grosse catégorie, pourquoi? Parce qu'il y a déjà, enfin c'est une catégorie qui pourrait être déjà sous-divisée en 2 ou 3 catégories, sous-catégories. Donc c'est les hameçons pour nymphes. Alors dans les hameçons pour nymphes, ben, de nouveau,
il y a différents types d'hameçons. Qu'est-ce que vous allez monter comme nymphe? Est-ce que vous allez monter, vous pouvez utiliser des hameçons à hampe courbe. J'ai repris le 510, qui est aussi une référence. J'en parle de nouveau dans le petit descriptif, hein, même chose que pour le 500, cette pointe est désaxée par rapport à la hampe. Il est fort de fer, ouais, c'est l'hameçon type que vous allez utiliser pour faire des gamarres, notamment. Hein. Tout ce qui est petits insectes comme les gamarres, vous les montez là-dessus. Ils sont disponibles dans des tailles de, voilà, de 20 à 10, on va dire, peut-être plus petits, hein, je ne connais pas. Moi, je vous avoue très honnêtement que je pêche peu, voire pas du tout avec des gamarres. C'est certainement une erreur, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais voilà, je suis fainéant dans mes montages, donc il faut faire des choix. Donc moi, je ne monte pas de gamarres, donc c'est un hameçon que je n'utilise pas. C'est probablement un tort, hein, je devrais en faire. Je devrais au moins en avoir quelques-uns dans mes boîtes. Mais si vous montez des gamarres, c'est sur cet hameçon-là que vous devez le monter. D'accord ? Donc ça, c'est pour les hameçons courbes. En hameçon courbe, j'ai quand même mis une deuxième référence là, hein. J'ai mis le 564. Bon, je le détaille en mettant que la courbure est un peu moins prononcée que sur le 510 et que l'œillet, si vous regardez effectivement l'œillet, vous verrez qu'il est un petit peu plus dans l'axe de la hampe. L'angle formé entre la hampe et l'œillet est moins prononcé. C'est plus ou moins la même utilisation, hein, K10, shrimp, donc voilà, le descriptif donné par le fabricant est plus ou moins le même, vous montrez plus ou moins les mêmes nymphes que sur le 510. Je pense que celui-là, la pointe est dans le même axe que la hampe, donc de nouveau, selon votre choix. Vous opterez pour un des deux. Il y a encore d'autres références, allez les voir sur le site et on en reparlera tout à l'heure. Il y a d'autres références. Chez les autres fabricants aussi, il y a plusieurs références. Moi, j'ai repris les deux qui me semblaient les plus cohérentes et les plus adaptées, mais voilà. Ça, c'est selon le choix de chacun. Maintenant, on passe dans les hameçons à taille à hampe droite. Alors, dans les hameçons pour nymphes, moi, j'ai retenu le 254. On a parlé du 304 que j'avais mis précédemment dans les mouches noyées, mais sachez que le 304 pourra servir aussi pour les nymphes. Il y a le 254. Je le mets dans le descriptif. Il est très similaire au 304. Sauf qu'il est un peu plus fort de fer encore. Donc de nouveau, là, en nymphe, alors, j'utilise toujours le conditionnel dans ce que je dis, parce que ce que je dis, c'est pas la vérité, c'est ma vérité à moi. D'accord ? C'est pas parce que c'est ma vérité à moi que ce sera la vérité pour tout le monde. Il y en a certainement qui me diront non, toi tu fais comme ça, mais moi je fais autrement. Et voilà. Mais en nymphe, ça n'a aucun intérêt d'utiliser du fin de fer, utiliser du fort de fer. Le principe de la nymphe, c'est de couler. Bien souvent, vous allez les lester en plus avec une bille. Donc, fort de fer, point. Voilà, pas d'intérêt d'utiliser autre chose, pour moi. Ok, ça c'est mon avis personnel. Pour les nymphes droites, le 254 ou le 304 sont des références sûres. Vous les verrez après, je les ai ici. Je pense que j'ai les deux. Je pense que j'ai le 304 et le 254. Vous pourrez les comparer. Vous allez utiliser ça quand vous voulez monter des nymphes classiques avec sans billes ou avec billes classiques. D'accord ? Alors, on peut utiliser aussi des billes fendues sur des hameçons classiques. Je sais que beaucoup de monteurs, notamment, montent des perdigones sur hameçons classiques en utilisant une bille fendue, parce que la bille fendue permet quand même de décentrer cette bille sur l'hameçon et d'avoir une nymphe qui va nager, par exemple, avec la pointe orientée vers le haut. Mais de nouveau, voilà, on tombe dans des petits détails. Voilà, chacun fera ce qu'il veut. Moi, sur un hameçon classique, j'utilise bien souvent une bille classique. Et si je veux utiliser une bille fendue, je vais utiliser un hameçon jig sur lesquels on va arriver. D'accord ? Mais sachez que vous pourrez monter une bille fendue sur un hameçon classique. Ça vous obligera dans un premier temps à travailler, si vous travaillez avec un étau rotatif, à travailler avec
l'hameçon retourné pour que cette bille justement se mette avec son poids vers le bas et donc avec la fente dans le bon sens, et puis bien bloquer la bille derrière l'œillet avec votre soie de montage avant de remettre l'hameçon à l'endroit et pouvoir commencer à assembler la nymphe, hein, d'accord? Mais voilà, vous pouvez le faire. Donc j'ai retenu en hameçon droit, je pense que j'ai retenu uniquement celui-là, le 254, avec le 304 qui est derrière. Ben, voilà, ça vous fait deux références. Choisissez une des deux en fonction, et voilà. On arrive dans les fameux hameçons gigue. Ça, il y a beaucoup de choses à dire sur ces hameçons-là parce que c'est l'hameçon à la mode. Sachez que dans certaines marques, on en parlait tout à l'heure, chez certains fabricants, on trouve pas moins de 7 références différentes pour des hameçons gigue, avec des hameçons à la forme et au profil différents pour les 7 références. Chez Hennes, je pense qu'on en a 5. Moi, j'ai pas retenu les 5. J'en ai quand même retenu, je pense, ouais, j'en ai retenu 4, ce qui est déjà pas mal. Vous avez, historiquement, je pense que c'est le plus ancien dans la gamme, vous avez le BL 120, qui est un hameçon, moi je trouve un peu trapu, qui est un hameçon à pointe droite. Je crois que c'est la première référence qu'ils ont sortie au tout début, enfin au balbutiement des hameçons gigue. Donc pour ceux qui ne savent pas, hein, d'abord je précise l'hameçon gigue, la particularité de cet hameçon, c'est d'avoir un œillet qui est tourné à 90 degrés par rapport à un hameçon classique et qui permet d'utiliser les billes fendues. Tout l'intérêt de ces hameçons-là, c'est de pouvoir avoir la nymphe qui va nager dans l'eau avec la pointe orientée vers le haut et non vers le bas. Comme ce sont des nymphes en général qu'on va utiliser pour pêcher en nymphe au fil, on va pêcher de manière plus ou moins détendue, mais on va avoir une nymphe bien souvent qui va nager près du fond, voire qui va racler le fond, hein. On a coutume de dire quand on pêche en nymphe comme ça que si on accroche tout le temps le fond, c'est qu'on est trop lesté. Si on n'accroche jamais le fond, c'est qu'on est trop léger. Donc on sent régulièrement cette nymphe qui vient un peu buter sur le relief du fond de la rivière. Et c'est là tout l'intérêt évidemment d'avoir cette nymphe qui nage à l'envers, puisque la pointe de l'hameçon est orientée vers le haut et non vers le fond. Donc on part du principe de nouveau, en théorie, que cette nymphe va s'accrocher moins facilement dans le fond. Ce n'est pas une vérité absolue, vous verrez que vous allez laisser un paquet de nymphes dans le fond de la rivière, mais voilà, c'est un hameçon vraiment spécifique pour la nymphe. Alors le BL 120, je reviens au BL 120, c'est un des premiers qui est sorti chez Hennes. Il a une pointe droite, il a une hampe longue. Donc il était à l'époque, je dirais, assez standard. Maintenant on l'utilise un peu moins parce que on constate que, comme pour tout, les tailles de nymphes descendent de plus en plus. Maintenant il n'est pas rare de voir des nymphes monter sur des hameçons de 18, de 20. J'ai des hameçons gigue ici, voilà, en 144, je descends jusqu'à la taille 22. Donc cet hameçon-là, comme c'est une hampe longue, elle est moins intéressante. Si on veut descendre en taille d'hameçon, on t'en prend un hameçon un petit peu plus moderne, on va y venir. On a ensuite le BL 144. Le BL 144, c'est la référence en termes d'hameçon gigue chez Hennes. C'est celui qui correspond au fameux 450 de chez Anac. Qui lui est la référence chez Anac. Donc chez Hennes, c'est le 144. Il présente une forme très similaire. Donc si vous le comparez un petit peu au 120 qui est au-dessus, vous constatez que sa hampe est un peu plus courte, son ouverture est un peu plus grande et sa pointe est rentrante. Donc il présente vraiment toutes les caractéristiques propres aux hameçons gigue modernes, à savoir une hampe courte pour faire des petites nymphes, une large ouverture pour faciliter le piquage du poisson et une pointe rentrante pour limiter au maximum les décrochages. C'est la référence, d'accord ? C'est vraiment celui que
que si vous ne savez pas lequel choisir, c'est celui-là qu'il faut prendre en hameçon gigue. Ça, c'est sûr et certain. D'accord? C'est vraiment une référence. Après le 144, on a le 124. Alors, je voudrais insister sur un petit détail, mais ça, il faut vraiment connaître les hameçons. Si vous comparez la photo du 144 au 124, vous verrez que la forme du 124 est un peu différente. La réalité est tout autre, c'est-à-dire que le 124, quand ils l'ont sorti, il avait effectivement la forme qui est reprise sur la photo, sur l'étiquette de la boîte. Sachez que maintenant les 124 sont identiques au 144 en termes de forme, d'accord? On voit sur la photo qu'il était un peu plus arrondi, hein, et sa pointe était un peu plus courte et un peu moins rentrante. Ça, c'était les premières générations de 124. Maintenant, les 124, quand vous les mettez, je les ai ici de nouveau, vous pourrez les comparer. Il est pratiquement similaire au 144, si ce n'est que lui, il est fort de fer. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle un big game. Donc, big game, c'est celui que vous avez privilégié pour pêcher les gros poissons. Voilà. D'accord? Alors l'avantage, c'est qu'il est plus fort de fer, donc même dans les petites tailles d'hameçon, vous allez avoir un hameçon costaud. L'inconvénient, c'est que comme il est plus fort de fer, si vous voulez descendre dans les lestages de billes, notamment des billes de, je pense aux plus petites billes fendues, les 2 mm et même parfois 1,8, elles vont s'enfiler moins facilement sur le 124 que sur le 144 parce qu'il est plus fort de fer et ça va être un peu plus compliqué d'utiliser les petites tailles de billes sur cet hameçon là, d'accord. Moi c'est un hameçon que j'utilise, alors de nouveau, hein, comme je disais, on détourne un peu l'usage initial. Moi c'est un hameçon que j'utilise notamment en lac pour monter des extasies. Donc mes œufs, je les monte principalement sur ce type d'hameçon-là. Je les monte sur les big game, parce que je les monte en grosse taille. Donc là, ça n'a pas vraiment d'importance d'avoir des fins de fer. Je les monte en big game pour les gros poissons et je monte mes extasies dessus. Et ça permet justement, quand je vais pêcher en statique, si l'œuf est déposé sur le fond, ça va permettre à l'œuf de se déposer avec la pointe de l'hameçon orientée vers le haut et pas vers le bas. Et comme l'hameçon est posé au fond, ça permet aussi, quand le poisson va venir le prendre, il va prendre en premier la pointe, quoi. Donc je vais le piquer un peu plus facilement. Il y a beaucoup d'explications que je donne, c'est de la psychologie, hein, l'essentiel c'est d'y croire. On est bien d'accord, hein. On a tous eu une nymphe dans laquelle on croyait à mort, et à l'inverse, on a tous un jour poigné dans une nymphe un peu moins bien montée, dans laquelle on ne croyait pas du tout, et qu'on a enlevé de sa ligne après 2 minutes de pêche, parce qu'on se dit c'est pas normal, elle n'a rien pris, alors que ça fait que 2 minutes qu'on l'utilise. Donc l'essentiel c'est d'y croire. Voilà, ça va? Ça vous met en confiance. Alors, on a la dernière référence que j'ai reprise en gigue, c'est le petit nouveau de cette année. C'est le petit nouveau de cette année chez Hens, c'est le BL 134. Alors ça c'est le petit nouveau et c'est mon chouchou. Moi j'aime beaucoup cet hameçon-là. C'est celui qui va se rapprocher le plus de certains hameçons dans d'autres marques. Je pense notamment au Doiku. Le gigue en Doiku est très très similaire. Donc c'est un hameçon qui présente un petit peu, c'est un mélange du 120 et du 144. C'est-à-dire qu'au niveau de sa courbure, on va retrouver les mêmes caractéristiques que le 144, à savoir une pointe rentrante qui va limiter les phénomènes de décrochage. Par contre, son ouverture est un peu plus petite que le 144 et sa hampe est un peu plus longue. Alors, moi je le dis honnêtement, je monte à 80% sur cet hameçon-là. De nouveau, on est dans l'explication psychologique. Je pense que Stéphane m'a rejoint à un moment donné dans ses montages sur cet hameçon-là. C'est que moi j'ai eu l'impression quand je passais sur ces hameçons-là que je décrochais moins de poissons. Comme l'ouverture de l'hameçon est plus petite que sur un 144 ou un 450, c'est une impression peut-être totalement subjective, mais si on s'en réfère à la théorie pure, ouverture plus petite, donc décrochage moins facile du poisson. Et
voilà, ceux qui les ont essayés, j'ai quelques pêcheurs qui l'ont essayé et qui m'ont dit, tiens, on a remarqué la même chose, on décroche moins, on décroche moins. Donc moi j'aime, mais encore une fois, l'essentiel c'est d'y croire. Donc moi j'aime bien pêcher sur cet hameçon-là. Maintenant, sachez que comme sa hampe est un peu plus longue, si vous voulez monter une nymphe que vous montez habituellement sur du 16 en hameçon gigue classique, je pense au 144 ou de nouveau au fameux 450 de Chianac, ben, si vous voulez monter la même nymphe que vous montez sur du 16, ben, vous allez peut-être devoir prendre un 18. Parce que sa hampe est un peu plus longue, donc si vous voulez obtenir un corps de même longueur, il va falloir prendre une taille en dessous. Maintenant, encore une fois, comme je l'ai dit, quand vous montez vos nymphes, il n'y a rien qui vous oblige à monter le corps jusqu'à la courbure, hein. Vous pouvez très bien décider d'arrêter le corps un peu avant la courbure et de faire quand même une nymphe un peu plus courte. C'est pas grave si cette hampe continue encore un petit peu avant de commencer à courber. Vous pouvez monter une nymphe courte sur un hameçon avec une hampe longue. Il n'y a rien qui vous en empêche. D'accord ? Donc ça, chacun fera comme il a envie, évidemment, mais c'est une éventualité. Donc ça, c'est les 4 hameçons principaux que j'ai retenus dans la gamme. Sachez qu'il en existe d'autres. Il existe un 5e avec l'œillet dans le même sens que les hameçons classiques, mais vraiment avec un angle, je ne vais pas dire droit, mais un angle à 45, et puis de nouveau un angle à 45, et cet œillet se retrouve vraiment à 90 degrés de la hampe, mais il est orienté dans le même sens que la hampe. Voilà, encore une possibilité que vous avez. Moi, je n'ai pas bien saisi, mais je ne suis pas non plus une référence, hein, mais je n'ai pas bien saisi l'utilité de ces hameçons-là, si ce n'est de pouvoir utiliser des billes classiques sur ces hameçons-là. Donc moi, j'en utilise pas, mais vous avez ces hameçons-là aussi, d'accord ? Donc là, on a fait un petit tour d'horizon de tous les hameçons que vous pouvez utiliser en rivière. On en a quand même déjà vu ici, je pense, de mémoire. On vient de passer en revue 14-15 hameçons. Ça vous laisse déjà de quoi choisir. Alors, à ça, on va pouvoir ajouter, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, certains hameçons qui ont des usages spécifiques. Vous verrez, on pourra passer en revue ces hameçons-là. Je pense que j'en ai ici de stock. Des hameçons spécifiques à blob, des hameçons spécifiques, on a parlé tout à l'heure, aux mouches de mai. Il existe vraiment maintenant beaucoup de choix, quelle que soit la marque. Alors, ouais, je terminerai en donnant ce conseil-là. C'est toujours la même chose, évidemment. On en a parlé quand on avait fait le petit exposé sur les badlings. C'était un peu la même chose sur les hameçons. Pêchez avec des hameçons dans lesquels vous avez confiance. Voilà, choisissez-les en fonction de plusieurs critères. Premièrement, la disponibilité. Il y a des hameçons qui sont beaucoup plus distribués que d'autres, qu'on trouve facilement. Donc, si votre détaillant habituel vend Anac, et que depuis que vous pêchez à la mouche, vous pêchez en Anac, parce que vous avez pris l'habitude d'acheter vos hameçons tout le temps chez le même commerçant, qu'il a du stock, que c'est disponible, que quand il n'y en a plus de stock, on n'attend pas 6 mois avant qu'il ait récupéré la référence qu'on veut. C'est important. Mais prenez ces hameçons-là, utilisez ces hameçons-là, d'accord, quelle que soit la marque. D'accord. Le prix est un élément déterminant. Hein. Il y a des prix qui vont parfois du simple au double. Il y a des marques qui sont réputées pour être chères, mais qui sont d'excellente qualité. Il y a des marques qui sont réputées pour être beaucoup moins chères, mais dont la qualité est plus aléatoire. Donc, le tout, c'est de trouver un juste milieu entre prix et qualité. Vous achetez un paquet de 25 hameçons. Si sur un paquet de 25 hameçons, vous jetez 2 hameçons hors de ce paquet parce qu'il y a 2 hameçons qui sont mal finis dans le paquet. Ça arrive. On est tous tombés sur un hameçon qui était ouvert ou dont l'œillet était mal fini ou dont la hampe était pliée. Ça arrive. Mais si vous jetez en moyenne 2 hameçons par paquet, on va se dire c'est pas grave. Sur un paquet de 25 hameçons, j'en ai jeté 2, j'en ai quand même utilisé 23. Ouais, mais c'est presque 10% que vous jetez. Ça veut dire qu'à la fin de la saison, si pendant l'hiver vous avez monté 1000 mouches, vous avez jeté pas loin de 100 hameçons. Voilà.
Donc, c'est déterminant. Voilà, il faut regarder à ça. Enfin, c'est des petits détails qui peuvent paraître anodins. Et puis, on est tous, on a tous monté. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de monter une mouche sur un hameçon et puis j'utilise et puis je me dis mais tiens, comment ça se fait? Je veux faire mon nœud au moment de la mettre sur ma ligne. Tac, au moment où je fais le nœud, clac, la pointe casse. Je refais mon nœud, tac, elle recasse une deuxième fois. Et puis je regarde l'œillet et puis voilà, on voit qu'il y a un petit défaut dans l'hameçon et que c'est justement ce petit défaut dans l'hameçon qui vient sectionner automatiquement le fil de pêche. Ben voilà, c'est important. La qualité est vraiment importante. On trouve aussi des hameçons de bonne qualité. On en a parlé avec Pascal il n'y a pas longtemps. Je sais que maintenant on achète de plus en plus des hameçons chez nos amis chinois, hein, des hameçons sans marque qu'on arrive à obtenir en énorme quantité à des prix défiant toute concurrence. Alors, dans l'absolu, j'ai rien de contre. Hein, chacun va là où son portefeuille le guide, mais si vous achetez 1000 hameçons comme ça, et puis quand vous recevez votre commande de 1000 hameçons, vous les mettez à l'étau, vous en testez un, le premier en montant la mouche, l'hameçon s'ouvre. Merde, on remet un deuxième, on remonte la mouche, l'hameçon s'ouvre de nouveau. Et on s'aperçoit en fait que toute la série elle est bien achetée parce que les hameçons sont trop fragiles, ils s'ouvrent. Vous avez jeté vos sous, quoi, même si c'est pas beaucoup, vous avez jeté vos sous. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un élément important, l'hameçon, donc privilégier la qualité. Et puis alors, le dernier élément, c'est la popularité de ceux-ci. Alors il y a bien évidemment un effet de mode, mais en règle générale, si vous avez des pêcheurs autour de vous, si 80% des pêcheurs autour de vous utilisent la même marque, renseignez-vous, demandez-leur ce qu'ils en pensent, mais en règle générale, c'est souvent un signe qui ne trompe pas, on est bien d'accord. Si la plupart des pêcheurs utilisent tous la même marque, c'est que cette marque est valable. Après, il y a des marques qui sont un peu moins distribuées, mais qui valent la peine d'être testées et qui vous procureront satisfaction. Ne soyez pas fermés, soyez ouverts à essayer des trucs, mais quand vous avez trouvé une marque qui vous convient, restez sur cette référence, sur cette marque-là, d'accord? Trouvez aussi des références qui vous conviennent. Enfin, moi, je suis un peu maniaque, mais voilà. Des références qui existent depuis un bon bout de temps, c'est toujours aussi une valeur sûre. Vous allez commencer à monter des mouches sur une référence, et puis fin de saison, la boîte c'est un peu vidé, on veut refournir la boîte, on veut refaire un peu de stock, et puis on s'aperçoit que la référence, elle n'existe plus, ou elle a été remplacée par une autre. Enfin, moi, il n'y a rien que je déteste plus quand j'ouvre ma boîte de voir la même série de mouches, mais monter sur 2, 3 ou 4 hameçons différents, avec forcément des longueurs un peu différentes, des ouvertures un peu différentes. J'aime bien d'avoir ma série montée sur le même hameçon. Pas de questions? C'est que j'ai été clair, alors limpide, c'est beau ça, hein? Soit ils n'ont rien compris, soit ils ont tout compris. C'est merveilleux. Pourquoi et quand utiliser un hameçon jig ou pourquoi et quand utiliser un hameçon droit? Donc l'hameçon jig, on l'a expliqué. L'hameçon jig, c'est un hameçon qui va nager à l'envers, qui va permettre à cette nymphe de se tenir dans l'eau avec la pointe orientée vers le haut. Donc ça, c'est un hameçon qu'on va utiliser principalement dans les techniques de pêche modernes, comme les techniques de pêche en nymphe au fil, quand on va pêcher sous la canne ou à proximité de la canne. D'accord? Maintenant, quand vous allez pêcher à plus grande distance et vous allez effectuer des lancers plus longs, donc avec une ligne qui est malgré tout qui est un peu plus tendue, là on va privilégier les hameçons classiques. Vous pouvez aussi privilégier les hameçons classiques en potence. Donc quand on pêche en nymphe, en général on pêche à 2 nymphes. Vous allez mettre un hameçon giga en pointe et sur la potence vous pouvez mettre un hameçon droit, un hameçon classique. D'abord parce que généralement cet hameçon-là il va se trouver plus haut dans la colonne d'eau. Donc l'hameçon de potence lui ne va pas racler sur le fond, ou en tout cas beaucoup moins, à moins que vous ne pêchiez fort lourd et que ce soit vraiment le but de pêcher détendu. Mais là vous allez mettre un hameçon droit. Pourquoi est-ce que vous pouvez mettre un hameçon gig, hein? Moi je mets un hameçon gig aussi en potence, par fainéantise, mais l'hameçon droit est un petit peu plus approprié
approprié parce que l'hameçon droit va éviter les enroulements de cette potence autour de la pointe, autour du corps de ligne. D'accord? Si vous mettez un hameçon gig en potence, vous allez constater régulièrement au bout de quelques lancers que vous avez votre potence qui est enroulée autour du corps de ligne. Ce phénomène d'enroulement sera beaucoup moins présent avec un hameçon droit. Voilà, ça va. Les nymphes aussi avec hameçon droit, ben, elles seront adaptées aussi à faire les nymphes non lestées. Vous faites une faisante tail non lestée sans bille, ben, vous utilisez un hameçon droit, vous n'utilisez pas un hameçon gig, ça va. Les hameçons gig, leur utilisation, uniquement nymphe au fil, près de soi. Alors j'en profite qu'on est revenu sur l'hameçon gig, il y a une petite référence tout à l'heure que j'ai oublié de préciser, en tout cas une petite explication que j'ai oublié de donner. Le BL 120 qui est le premier hameçon gig sorti dans la gamme, en tout cas le premier hameçon repris, sachez qu'on peut l'utiliser aussi pour un usage totalement différent. Moi j'utilise cet hameçon notamment en grosse taille, en taille 10 et en taille 8, je les ai ici dans ces tailles-là, je l'utilise pour faire des streamers inversés. D'accord? Donc je vais utiliser ça notamment en lac, quand je veux pêcher avec un streamer et animer de manière lente ou voilà, ou des petits strips ou voilà, ou avec des pauses. Quand je veux travailler avec un streamer qui va nager sur le fond, vraiment sur le fond, ben, je vais utiliser cet hameçon gig. Je vais monter par exemple ma bandelette de lapin à l'envers que je vais piquer dans la pointe de l'hameçon et que je vais amener sur la hampe. Et donc je vais monter vraiment l'hameçon à l'envers avec la pointe orientée vers le haut. Et ça va me permettre d'animer un streamer près du fond avec la pointe orientée vers le haut et donc éviter, après 50 cm d'animation, d'avoir ce streamer accroché dans la végétation au fond de la rivière ou dans une pierre. Ça s'accrochera quand même de temps en temps, mais moins. Donc on peut faire aussi une utilisation un peu différente des hameçons gig, en tout cas avec ce modèle-là. Ça va? D'autres questions? Plus rien? Ben voilà, ben merci à vous, et puis ben ceux qui veulent venir voir un peu les références peuvent venir. J'ai ici plusieurs références que moi j'utilise qui sont à disposition pour y comparer les tailles et les formes d'hameçon. Ça va? Merci Oli. Merci à vous.